peut avoir le retour plus fort? Bonjour et bienvenue en direct sur notre plateau pour ce club expert flexible. L'actualité du jour, c'est aux États-Unis. Non, il ne s'agit pas de savoir si Brigitte Macron a redonné le sourire à Melania Trump, mais de constater que le 10 ans américain est passé aujourd'hui au-dessus de la barre des 3%. C'est la première fois depuis janvier 2014. De quoi montrer tout l'intérêt de ce club expert flexible intitulé Bourse. Quelle tendance? Alors j'imagine, Georges Delataille, que le sujet passionne nos internautes. Exactement, j'ai aucune question sur Macron et Brigitte, mais en revanche j'ai beaucoup de questions sur le sujet, effectivement, sur comment se sont comportés les marchés depuis le début de l'année, comment est-ce qu'ils vont se comporter jusqu'à la fin de l'année. Alors j'espère que vous saurez nous répondre. Exactement, et puis on rappelle comment on peut poser des questions. Alors c'est toujours aussi simple, la petite zone sous la vidéo, vous les posez dedans, vous appuyez sur envoyer, elles arrivent en direct sur mon écran. Nos invités aujourd'hui, ils sont deux. Stanislas de Baillancourt, gérant chez Sycomore Asset Management et notamment du fonds Sycomore Allocation Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Vontron, directeur commercial pour les conseillers financiers de JP Morgan AM. Bonjour Stéphane. Bonjour. Au menu de notre demi-heure ensemble, bourse, quelle tendance? Une fois qu'on aura répondu à cette question, on essaiera de s'en poser une autre. Quelles sont les bonnes questions à se poser aujourd'hui sur des marchés qui visiblement sont quand même de plus en plus compliqués? Et nous conclurons par le sujet de la gestion pour savoir comment, en pratique, vous faites bouger les fonds actuellement dans cet environnement. Tout de suite, c'est parti. Jingle, première partie. Allez, on attaque tout de suite, si vous le voulez bien, par un point, ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Début d'année, début janvier, fanfare. Après, on a souffert. On a un peu le sentiment d'être aujourd'hui revenu à la case départ. Stanislas de Baillancourt, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on a commencé l'année avec beaucoup d'optimisme, des marchés qui ont bien progressé, un retournement, et je me souviens être venu ici, je crois, il y a un mois ou un mois et demi, et parmi les questions qu'on avait reçues à l'époque, elles étaient devenues toutes très négatives. Effectivement, on était au mois de février. Et donc, à cette époque-là, on a dit, on avait plutôt essayé de rassurer les gens, en disant, certes, il y a évidemment toujours des difficultés, des incertitudes, mais on était plutôt constructif, notamment grâce à la croissance et à la capacité de la croissance à emmener les résultats des entreprises. Et c'est vrai que ce qu'on a depuis le mois de mars, c'est une sorte de volatilité qui emmène les marchés dans un range, qui sont un petit peu ballottés, notamment par les annonces, la politique, etc., mais pas vraiment par la réalité des entreprises. Et ce qu'on a depuis maintenant une dizaine de jours, c'est le début de la saison de publication des résultats, qui globalement, c'est surtout aux États-Unis, ça commence tout juste en Europe depuis 2 jours, est globalement assez bonne pour le moment, et donc a permis un rebond du marché, qui n'a pas retrouvé ses points hauts de l'année, mais qui a déjà regagné, en tout cas, la baisse qu'il avait fait sur les 2 mois précédents. Stéphane Vontron, si on remonte, parce qu'on a eu plusieurs secousses, on a eu une secousse fin janvier, début février, on a eu une secousse au mois de mars, on a eu... Le premier élément déclencheur, c'était quoi au mois de janvier? Le premier élément déclencheur, c'était plutôt des inquiétudes concernant justement précisément des éléments qu'on attendait, c'est-à-dire une remontée de l'inflation qu'on attendait, qu'on guettait, et on se posait la question de savoir justement, est-ce que les ruptures technologiques, est-ce que le nouveau mix de croissance aux États-Unis a supprimé toute forme d'inflation, sachant qu'on est au plein emploi depuis maintenant 18 mois et que ça ne génère pas de second tour de l'inflation via de l'augmentation du coût de la masse salariale. Et puis en janvier, eh bien, on constate que finalement, cette augmentation du coût de la masse salariale, il y a un effet calendaire un peu retardé, et elle arrive. Et c'est quelque chose qui, quelque part, n'est pas une grande surprise, mais qui pour autant a inquiété le marché, parce que ça implique quoi? Ça implique qu'un des principaux facteurs de performance de ces dernières années, un des principaux moteurs qui est les injections de liquidités massives, eh bien, justement, soit éteint plus rapidement, plus précocement que ce que le marché espère. Et donc, ça a créé de la fébrilité et ça a aussi justifié quelque part, il y a un peu de finance comportementale là-dessous, des prises de bénéfices après un très très bon run, après une très belle séquence de performance pour beaucoup d'investisseurs surpondérés en actions. Donc, c'était le premier élément. Vous d'ailleurs, vous avez un fonds flexible qui s'appelle Global Macro Opportunities, qui fait un début d'année en fanfare, oui, totalement, pardonnez-moi, mais déconnecté de ce qu'on voit sur les marchés. Qu'est-ce qui a justifié la performance
du mois de janvier? Alors sur le mois de janvier, eh bien, c'est le positionnement long-short du fonds qui est totalement flexible, donc de ce point de vue-là, capable de prendre aussi des positions nettes vendeuses selon les secteurs. Et en fait, le positionnement a été plutôt favorable en ce début d'année, c'est-à-dire que les longs ont bien fonctionné. Les longs, c'est avant tout des valeurs technologiques, mais également des financières, qui ont fait des bons démarrages pour l'un et l'autre. Donc c'était des bons contributeurs de performance, une belle avance encore des valeurs technologiques dans le sillage de l'année précédente. Et à contrario, des positions qui ont été plutôt porteuses dès le début de l'année, mais qui ont extrêmement bien fonctionné, surtout sur la fin du mois de janvier et le début du mois de février, c'est-à-dire des positions vendeuses sur des secteurs négativement corrélés sur des remontées de taux, à savoir des services aux collectivités, des télécoms, et dans une moindre mesure aussi de la consommation de base. Fin janvier, il y a eu une explosion de la volatilité, vous en avez profité? C'est un des principaux contributeurs de la performance du fonds à ce moment-là, puisqu'on avait des positions acheteuses en VIX qui ont beaucoup coûté sur l'exercice 2017. C'est le principal détracteur de la performance de 2017. Ça ne se voit pas trop parce que les performances ont été bonnes, mais néanmoins, ça nous a beaucoup coûté. Et en revanche, bien sûr, c'est un moment où on a beaucoup profité. On a soldé d'ailleurs assez vite, début février, ces positions. Alors Stanislas, on vient de parler, donc janvier, on a cette problématique d'inflation. Vous nous avez tout à l'heure rappelé qu'un peu plus tard, on avait eu d'autres problématiques, notamment autour de la géopolitique et de ce qui se passait entre Trump et la Corée. Il y a un sujet dont on a peu parlé, c'est Facebook. C'est le fait de se dire, mais ces boîtes-là, elles sont finalement peut-être très vulnérables aujourd'hui et elles ont largement contribué à la bonne tenue des marchés. Alors, quel est votre sentiment là-dessus? Alors, je ne pense pas, en tout cas pas à court terme, qu'elles soient très vulnérables. En revanche, à un moment donné, la taille qu'elles ont acquise, donc on parle de quelques entreprises, c'est-à-dire Facebook, Google, Amazon principalement, peuvent se retrouver dans une situation où elles sont si puissantes qu'elles commencent à inquiéter les régulateurs et les gouvernements, un petit peu comme le Microsoft de la fin des années 90, début des années 2000, à qui on avait un petit peu obligé de démanteler la vente de ces logiciels pour pas qu'ils soient en monopole sur l'intégralité de ce marché. Donc évidemment, la bataille qui se passe derrière, c'est sur la bataille des données, notamment des données personnelles et de la capacité à les utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, avec Facebook et donc les données, ce qui s'est passé au cours du dernier mois, on commence tout juste à ouvrir ce sujet, mais qu'avant que ces sociétés soient vraiment inquiétées sur ces questions-là, il va se passer plusieurs années. Donc elles ont encore du temps devant elles. Mais clairement, aujourd'hui, les régulateurs commencent à s'intéresser à ce qui est fait, à la puissance qu'elles ont. Et c'est vrai quand on a, c'est même plus des large caps, c'est vraiment des méga caps aujourd'hui dans ce secteur. Elles commencent à avoir une puissance qui, parfois, est peut-être un peu trop importante par rapport aux États ou aux autres entreprises du même secteur qui n'arrivent plus à rivaliser. Ok, on va prendre tout de suite des questions, puisque en fait, 2017... année très calme en termes de volatilité, donc on voit début 2018 agité, et on a justement des questions sur ce point-là, Georges. Oui, on a beaucoup de questions, on demande est-ce qu'on va retrouver un peu de sérénité, les marchés sont très tendus, sell in May and go away, donc un peu comment est-ce que vous voyez les marchés et cette tension très forte depuis le début de l'année? Alors, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est-à-dire que oui, on a eu un retour de volatilité extrêmement brutal, et d'ailleurs, le VIX a réalisé sa plus grosse séquence de hausse historique, encore supérieure à ce qu'on avait connu en 2008, en amplitude, en très très peu de temps. Mais néanmoins, il faut bien avoir en tête que c'est aussi pour partie une normalisation. C'est-à-dire que si on a atteint des niveaux de volatilité qui étaient élevés, il ne faut pas oublier qu'on vient de niveaux de volatilité qui sont historiquement extrêmement bas, et anormalement bas d'ailleurs, et notamment au regard de là où on est positionné dans le cycle, c'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément, on ne sait pas précisément où on se trouve dans le cycle économique, ça sera un petit peu trop compliqué de répondre précisément à cette question, mais en tout état de cause, on est plutôt dans la dernière partie, si on le découpe en retournement conjoncturel, accélération de la croissance et cycle mature, on est clairement dans le cycle mature, et dans un cycle mature, normalement, ça s'accompagne de volatilités qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne, et quelque part, depuis le début de l'année, parce qu'on a eu quand même une accalmie courant février et en mars, eh bien, on est revenu sur des niveaux historiquement plus proches de la normale. On a un VIX moyen depuis le début de l'année autour de 17. C'est pratiquement en ligne avec des moyennes historiques. Donc vous, votre position, c'est de dire le retour de la volatilité, il est durable et il n'est pas inquiétant parce qu'on revient à la normale. Je ne dis pas qu'il n'est pas inquiétant, c'est forcément un facteur d'inquiétude puisque ça veut dire que l'environnement devient plus compliqué à traiter, que les anticipations sont moins nettes et qu'il y a plus de contradictions dans les anticipations, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les gérants actifs parce que ça laisse plus de place pour générer de la valeur, mais en revanche, très clairement, ce retour, de notre point de vue, il est assez durable. Stanislas, votre sentiment sur le sujet, parce qu'on a effectivement ces sautes d'humeur,
Et puis, on a aussi ces innombrables séances où, par exemple, à la Bourse de Paris, on a des variations de plus 0,4, moins 0,5, plus 0,3, et où, pardon, mais quand on est commentateur, on a un peu le sentiment qu'on s'ennuie grave. Désolé. C'est un peu le problème des commentateurs, c'est qu'ils ont toujours envie de commenter quelque chose, parfois il n'y a rien à commenter. Et globalement, la volatilité, elle n'est pas très élevée. Même, il y a eu un peu de volatilité au mois de janvier, au mois de mars, mais ça reste dans des niveaux tout à fait moyens si on regarde sur des périodes historiques un peu plus longues. Donc nous, on n'est pas du tout inquiets par ça. À la limite, on préfère même, contrairement à l'excès inverse de l'année dernière où il y avait eu une absence complète de volatilité, ce qui est toujours un problème parce que ça biaise la perception du risque par les investisseurs. La remontée de la volatilité, pour nous, elle est normale, naturelle et à la limite, elle est bienvenue. Donc ça, c'est un message positif. Après, ce qui va continuer pour les prochains mois, le mois de mai, je dirais, oui, peu importe. Certes, il y a des adages, mais on verra bien. Ça dépend d'un certain nombre de composants, notamment les publications des résultats des sociétés en Europe, qui vont se poursuivre à la fin, pendant la deuxième quinzaine d'avril, mais également pendant tout le mois de mai. Donc ça, c'est très important et ça sera, je pense, plutôt le driver pour le marché. Alors, je résume. Retour de la volatilité à des niveaux plus normaux. Maintenant, question, puisque la partie s'appelle « Quelle tendance pour la bourse ?» Donc, je vous donne 3 possibilités. Haussière, baissière ou, pour faire plaisir à mon camarade à côté, taux ondulé. Autrement dit, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tout ça sans tendance. Stanislas de Vaillancourt. J'appellerais pas ça une tendance, mais nous, on est quand même encore assez constructifs sur nos investissements. D'ailleurs, on l'avait dit la dernière fois, quand la température était plutôt, les gens étaient plutôt inquiets, on a dit, voilà, nous, on essaie plutôt d'utiliser ces retours de marché comme des points d'investissement pour renforcer les positions dans les fonds. Et c'est ce qu'on continue à faire à chaque fois. Évidemment, là, quand on voit le rebond depuis 3-4 semaines, à court terme, ce n'est pas forcément là qu'on va acheter davantage d'actions et d'expositions. Mais sur l'année, on a plutôt envie d'utiliser les replis de marché pour se renforcer tout au long de l'année. Stéphane Gontron, hausse, baisse, taux ondulé. Il faut impérativement répondre par A, B ou C. Bon, on répondra plutôt C, hein, en n'excluant pas qu'il y ait une petite tendance sous-jacente. Mais néanmoins, c'est vrai que nous, on aura plutôt tendance, là aussi, à avoir, si on regarde l'ensemble de nos fonds, et Global Macro en particulier, avoir des rotations beaucoup plus rapides, étant justement convaincu que les amplitudes directionnelles seront plus faibles à l'avenir, hein, et en revanche plus fréquentes, et donc on aura tendance à augmenter très vite les expositions sur des baisses de marché, les réduire très vite dès qu'on regagne de la performance. C'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Ok, voilà donc pour la réponse à la première question. Bourse, quelle tendance? On passe tout de suite à la suite. S'il n'y a pas beaucoup de tendances, on va regarder les points clés à regarder, les bonnes questions à se poser. Jingle. Allez, on la fait cash comme d'habitude. Je vous donne des sujets, vous nous dites si pour vous c'est important, ça ne l'est pas. La géopolitique. À court terme, ça l'est, à long terme, ça l'est beaucoup moins. Donc on se moque de savoir si Emmanuel Macron arrive à convaincre Donald Trump sur le dossier iranien? Non, on ne s'en moque pas, mais malheureusement, force est de constater, alors après, c'est un bien ou un mal, c'est plus un jugement de valeur, mais généralement, les conditions géopolitiques ont plutôt des impacts court terme sur le marché, à moins que ce soit des réformes structurelles importantes sur le plan économique. Stanislas? Oui, en fait, ça fait de la volatilité, surtout quand il y a des annonces un peu surprises, donc ça, c'est un peu Trump. Le spécialiste, hein, quand même, spécialiste mondial. Hein. Donc vous déclenchez une bataille commerciale comme tout d'un coup, puis 5 jours après de la refermer en disant voilà, c'est fini. Il n'y a pas de bataille commerciale, il a géré le dossier à sa mode à lui. Voilà, donc ça génère de la volatilité, mais ça ne change pas la tendance de fond et la direction des marchés. Ok, les chiffres allemands qui sont moins bons que prévus. Oui, c'est temporaire. Pour nous, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. On pense que l'Europe est partie dans un rythme de croissance relativement soutenu, comme en 2017, à nouveau en 2018, et je pense que ce sera le cas en 2019. Les chiffres étaient très très élevés, à la fois ISM, etc. Mais c'est sûr que quand on regarde les données au mois le mois, ça bouge un petit peu. Et ce qui compte, c'est la tendance, et on est plutôt sur une croissance au-delà d'1,5, même 2%, et donc c'est assez positif. Stéphane, vous partagez, on va continuer à avoir des bonnes surprises sur le vieux continent ou pas? Alors, je partage ce qu'a dit Stanislas, c'est-à-dire que les données sont trop courtes pour qu'elles puissent avoir un véritable impact. Néanmoins, comme nous, on est dans le cadre d'un pilotage très tactique pour certains de nos fonds, effectivement, ça nous a amené quand même à réduire ponctuellement nos expositions européennes. En revanche, c'est quand même une des zones géographiques
développés, sur lesquels on a l'effet de base qui reste le plus favorable, malgré un rebond dernièrement, et sur lequel on peut quand même encore avoir de bonnes surprises économiques. Donc ça vaut le coup encore d'être positionné sur le marché européen. Allez Stéphane, je reste avec vous pour parler de l'actualité, les taux US. Donc le 10 ans US qui vient de repasser au-dessus de 3%, c'est vraiment l'indicateur à suivre ? Oui, ça c'est un indicateur très important parce que ça conditionne quand même plusieurs éléments de repère. D'abord d'arbitrage quand même entre courbes de pays développés, des opérations de carry trade potentiellement. Je vous rappelle donc de placement en dollars avec un emprunt potentiellement en euros par exemple, ce qui peut être des opérations qui peuvent se faire avec coût de couverture payé et des niveaux de rendement supérieurs couverture payée. Donc ça quand même un élément de rappel. Et puis également, l'autre élément, c'est que ça peut aussi peser à court terme sur la dynamique action et recréer un petit peu de volatilité parce qu'on retrouve des niveaux de rendement réels qui deviennent plus attractifs sur les taux, sur la courbe US. Alors là, on raisonne en nominal, mais n'oublions pas aussi que sur les US, on a des niveaux de spread qui sont plus élevés qu'en Europe, ce qui signifie que sur des gisements à yield, sur du moyen terme, on peut assez facilement, sans trop dégrader la qualité de notation, aller chercher 5,5-6% à 5 ans, donc des niveaux de rendement qui redeviennent assez attractifs. Stanislas, les taux US, inquiétude ou pas ? Non, je pense qu'ils suivent leur chemin. Ce que nous, on regarde plus, c'est la pente de la courbe, donc le différentiel entre le 2 et le 10 ans. Les deux courbes sont en train de se rapprocher. Et on sait quand elles se touchent, c'est les premiers signes de ralentissement économique à venir 1 an ou 2 après. Mais on n'est pas encore là, donc voilà. Donc on regarde ça. La remontée est quand même assez progressive. On touche 3, on était à 2,90 en janvier. Enfin voilà, il n'y a pas de mouvement. Vous l'expliquez comment ? Est-ce que l'explication, c'est l'inflation ? Est-ce que l'explication, c'est les déficits ? Non. Le déficit, pour le moment, le marché, il ne prête pas tellement attention. Et s'il y prête attention, je pense qu'il aurait un petit peu plus peur et ça poserait d'autres problèmes. Plus vite, ouais, exactement. Et surtout le marché action, parce que le cadeau fiscal qui a été fait, finalement, il peut être repris dans la mandature suivante. Parce que quand il faudra ramener les déficits à un niveau raisonnable, c'est quand même plus facile d'aller sur les entreprises ou peut-être la TVA, mais ce n'est pas l'esprit américain. Donc vous pensez que Donald Trump ne repassera pas ? Pourquoi on a 3 ? Parce qu'il y a un peu plus de 2 d'inflation, il y a un peu plus de 2 de croissance, et donc ça justifie amplement un 3, voire un 3,5. Et de l'autre côté, en plus, on a les taux courts qui continuent à monter progressivement, donc ça suit son chemin progressivement, la Fed se retire de son côté, le bilan se réduit très progressivement, donc c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, à partir du moment où ça se fait doucement, ça n'est pas un risque pour le marché. Ce que n'aime pas le marché, c'est se faire déstabiliser par des grands mouvements sur les taux. Mais là, je trouve que c'est assez bien piloté sur la partie américaine, aussi bien la partie courte de la courbe par la Fed que dans son discours qui a un impact sur la partie longue. Comment on peut expliquer d'ailleurs que finalement la hausse des taux américains se répercute très peu en Europe ? Déjà parce qu'en Europe, il y a finalement un effet de stock. Donc il y a un stock qui, comme les déficits se sont réduits et que la BCE en a acheté beaucoup, il y a un petit effet rareté, première chose. En effet, les niveaux de taux longs en Europe, en zone euro, ne sont pas là où ils devraient être parce qu'on est partout en taux réel négatif. Donc c'est, pour la faire courte, les taux à 10 ans d'État français ne vous rémunèrent même pas de l'inflation, ce qui est le cas depuis 2-3 ans, mais ce qui historiquement n'a quasiment jamais été le cas. Donc vous êtes extrêmement mal rémunéré. Donc normalement, ça devrait se normaliser, mais comme la partie courte de la courbe est très bien ancrée par la BCE qui garde ses taux dans le négatif, les taux longs, ils ont du mal à remonter, même s'ils devraient être à un niveau aujourd'hui plus élevé que leur niveau actuel. Donc je pense que les taux américains, ils ont fait une très grosse partie de leur mouvement de hausse, et peut-être qu'ils vont aller de 3 à 3,5 dans la 12 à 18 mois à venir. Mais finalement, la grosse partie du mouvement est faite, et que c'est en revanche en zone euro où là, le mouvement viendra dans les mois à venir. On regarde justement les questions à se poser. Stéphane Ventron, on revient en Europe. La Banque Centrale Européenne, on sait officiellement que les achats sont censés se terminer au mois de septembre. On ne peut pas attendre le jeudi que Mario Draghi nous dise à peu près la même chose que ce qu'il nous a dit dans le communiqué de presse précédent. À un moment, on pensait qu'il va y avoir une cristallisation des interrogations sur l'évolution de la politique de la Banque Centrale Européenne. Tout le sujet pour les investisseurs globaux de la Banque Centrale Européenne, c'est que c'est la banque qui fait pivot. C'est-à-dire qu'en réalité, comme le rappelait Stanislas, la Fed a commencé à réduire la taille de son bilan. Elle a commencé l'an dernier. Elle continue au même rythme cette année. Donc sur les 2 exercices cumulés, ça fera une réduction de bilan de 500-600 milliards de dollars. Et de l'autre côté, la Banque centrale du Japon, qui est une autre grosse banque centrale en termes de bilan, en termes de liquidité globale, continue à injecter, et elle structurellement continuera à le faire parce qu'elle n'a pas vraiment d'autres possibilités. Donc la banque centrale qui va faire le différentiel de liquidité globale, c'est la BCE. Je ne compte pas vraiment la Banque d'Angleterre qui, elle, est dans une situation un peu spécifique et qui a un bilan beaucoup plus petit. Donc ce qui signifie que
on va être particulièrement attentif effectivement au pilotage du resserrement monétaire de par la BCE. Et il y a un effet calendaire effectivement que vous évoquez, qui est doublé par le fait que l'agenda d'émission est un petit peu plus dense. Donc on a justement le double phénomène qu'on pourrait avoir en fin d'année, c'est précisément le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui les taux restent ancrés très bas précisément parce qu'on a une rareté en termes d'émissions nettes et parce que la BCE est toujours nette acheteuse. Dès lors que la BCE n'achète plus et qu'on a un calendrier d'émissions qui est plus dense, on peut avoir l'effet inverse. Et donc on pourrait avoir un rattrapage un peu plus rapide que ce qu'on a connu sur la courbe US sur les taux européens. Donc ce qui justifie jusqu'à maintenant notre prudence sur ces taux-là, d'autant qu'en rendement réel, ce n'est pas vraiment attractif. Ok, dernier point sur justement les points à regarder, les résultats des entreprises. Ça, à moyen terme et à long terme, c'est vraiment la chose la plus importante. Et donc nous, c'est ce qu'on regarde au quotidien, mais en même temps, il faut avoir un œil sur le monde et sur ce qui se passe autour de nous. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils sont globalement assez bien orientés. Alors évidemment aux États-Unis, avec en plus l'effet positif de la baisse du taux d'imposition. Et en Europe, c'est globalement assez bon. On a notamment les pétrolières qui sont qui ont assez bien publié. Et on va avoir au cours des prochaines semaines, entreprise par entreprise, une vision plus claire de l'amorçage de cette année 2018. Ok. Parfait. On termine donc tout de suite cette seconde partie. On a vu que on avait un retour de la volatilité, qu'il y avait soit de la tôle ondulée, soit une tendance légèrement haussière chez Stanislas qui était anticipée. On vient de faire le tour du monde avec les grandes questions. Maintenant, on va se poser la question en pratique de savoir comment, dans vos gestions, vous essayez de trouver de la valeur. Troisième partie. Comment trouver de la valeur avec les gestions flexibles? On a une petite dizaine de minutes pour répondre à cette question. Stéphane, on va commencer. Vous avez une offre avec principalement 2 produits. Oui. L'un s'appelle Global Income. Tout à fait. C'est quoi sa logique? La logique de Global Income, en fait, c'est de générer du revenu, quelle que soit la classe d'actifs, en étant totalement agnostique. Le seul critère qu'on doit respecter, c'est de rester sur une enveloppe de volatilité qui doit être modérée. Donc on doit rester sur notre profil de risque d'un DCI 4. Et dans cette contrainte de risque, en revanche, pas de borne en termes d'allocation, pas de limitation sur le plan géographique, pas de contrainte de détenir un actif ou un autre. Le fil rouge pour construire de la performance, ça doit être de générer du revenu, quelle que soit la classe d'actifs. C'est la façon dont on génère, dont on alloue le capital sur Global Income. Question, comment est-ce que cette stratégie de revenu n'est pas pénalisée en environnement de remontée des taux? Alors, elle peut l'être, bien sûr, si on n'avait pas la possibilité de se couvrir. Néanmoins, c'est un outil que l'on utilise historiquement, puisque la sensibilité obligataire du fonds peut descendre jusqu'à 0 par des instruments de couverture. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va couper complètement nos expositions obligataires, puisqu'aujourd'hui, on a encore à peu près un peu plus de 25% du fonds qui est en obligation high yield américaine. Donc, c'est quand même une grosse proportion du portefeuille pour répondre à cet objectif de revenu. Mais néanmoins, déjà, il y a plusieurs éléments. C'est que aujourd'hui, on a plus de sensibilité au spread en réalité, étant donné la construction du portefeuille, qu'au niveau des taux. C'est un élément important, historiquement atypique, mais néanmoins sur lequel il faut avoir un élément d'attention. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on réduit plutôt ce portefeuille, parce que ce qui nous inquiète là-dessus, c'est non pas forcément la remontée des taux, mais plutôt la liquidité à venir sur le segment du high yield, qui peut être très averse en cas de retournement de marché. Ce produit a un indice de référence composite avec des titres européens, mais également des titres internationaux qui sont hedgés. Ça veut dire qu'il n'y a aucune prise de risque sur le change? Alors, il y en a une quand même marginale sur les devises émergentes, donc sur lesquelles on conserve le risque de change, parce que déjà, stratégiquement, on a plutôt une vision favorable et en plus, c'est trop coûteux à couvrir. Mais en revanche, effectivement, toutes les grandes devises sont couvertes. Donc, pour un porteur euro, il n'y a pas de risque de change sur du dollar ou sur du sterling ou du yen. Stanislas de Bayancourt, chez Sycomore, il y a également plusieurs fonds flexibles. Vous gérez l'un d'eux, qui est allocation Sycomore, allocation patrimoine. Vous, votre logique de gestion pour apporter de la valeur, c'est quoi? Alors déjà, c'est un fonds qui est relativement prudent, qui a une volatilité qui est comprise de l'ordre de 4 à 5, donc un DCI 3 dans la norme qu'on connaît chez nous. La logique, c'est d'avoir à la fois une approche basée sur le stock picking, les actions européennes qu'on connaît très bien, les obligations européennes pour apporter du portage et du rendement. Et ça, c'est encore très intéressant aujourd'hui parce que par rapport à du monétaire à moins 0,40, tout ce qu'on peut aller gagner sur des obligations d'entreprise qui vont apporter du 2, du 3, du 4%, ça va venir en complément de performance. Et enfin, on essaie aussi d'avoir des pauses plus globales, soit dans les actions américaines, soit sur les pays émergents, qui viennent apporter un petit peu de diversification à la performance du portefeuille. Quid du change là-dessus? Vous le couvrez, vous le non, gérez? On le gère activement. Après, ce qu'on a toujours dit, c'est que le change, pour nous, ça doit être un risque, on va dire, secondaire du portefeuille. Et donc, il est toujours compris le risque de change entre 0 et 20%. D'accord. Global Macro, Opportunities, deuxième solution? Absolument. Alors là, pour le coup, sur un profil de risque qui pourrait être facialement assez proche, parce que les niveaux de volatilité
À 3 ans, on est à 5,5 sur Global Income, 7,5 sur Global Macro. Donc vous allez me dire pourquoi deux fonds. Si je regarde le SRI, j'ai de grosses différences, puisque j'en ai un qui est à 4 et j'en ai un qui est à 6. Absolument, mais parce qu'on a justement volontairement, comme on a des effets de levier et un usage assez important de produits dérivés, on a volontairement remonté ce qu'on peut faire. Hein. On ne peut pas le baisser, mais on peut augmenter le profil de risque du portefeuille sur les séries. Et donc là, la solution, ça va plutôt être de faire de l'arbitrage entre classes d'actifs, entre zones géographiques, pour générer de la performance de la façon la plus autonome possible de la direction des marchés et justement compléter un risque directionnel, compléter juste un risque d'exposition au marché global, qui est plutôt ce qu'on offre dans Global Income, mais en revanche, avec des recettes qui vont être de générer de la performance sur les écarts, avec des niveaux de corrélation structurellement faibles avec les actifs traditionnels. Stanislas de Baillencourt, depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous avez fait? Je regarde dans vos reportings, j'ai regardé notamment l'exposition. Alors je sais que vous n'aimez pas que je vous en parle, mais l'exposition qui ne bouge pas beaucoup. Alors si elle bouge, elle bouge dans les mois. En gros, on a bougé entre 20 et 30% en moyenne d'exposition aux actions. On a plutôt eu tendance à remonter l'exposition aux actions dans les séquences de baisse qu'on a pu connaître en février et en mars. d'en profiter. Depuis quelques jours, là, on commence plutôt à réduire un petit peu la partie action après le rebond qu'on a eu. Et en revanche, on retrouve des conditions assez favorables pour réinvestir sur les obligations d'entreprise avec des rendements qui redeviennent attractifs du fait de la remontée des taux et des spreads de crédit. Donc alors, ça, c'est un point positif. En action, parce que vous faites du stock picking, c'est quoi vos derniers dossiers ? La semaine dernière, on a eu une très bonne nouvelle sur Direct Energy, donc, qui a été racheté par Total, même si on aurait pu en espérer un prix plus élevé. Il y a quand même eu une prime de 30% sur le dernier cours, donc ça a été assez bon. La partie luxe du portefeuille s'est aussi très bien comportée, avec Kering, notamment, que nous avions dans le fond. Et puis enfin, il y a les matières premières et les pétrolières. On a une position depuis quelques mois maintenant sur Total qui a très bien fonctionné. Et on a renforcé avec ArcelorMittal sur la partie plutôt minière du fonds, qui a connu un rebond récent assez fort avec une forte augmentation de la profitabilité de l'entreprise. Donc Stanislas, on voit une gestion avec du stock picking principalement orienté sur les marchés européens. Chez vous, les marchés, on est plus internationaux. Vous privilégiez quel marché Alors les réponses ne seront pas nécessairement les mêmes selon les fonds. Alors on va commencer par quoi? Par Income? Alors dans Global Income, on a plutôt tendance à avoir une approche extrêmement diversifiée, par nature, mais encore plus aujourd'hui dans la mesure où on va vraiment équilibrer les blocs US et européens globalement. On exclut dans les marchés développés le Japon pour des raisons de revenus, puisque justement ça fait partie de notre cahier des charges. Ah bon, 0 c'est pas beaucoup. 0 c'est assez peu, mais donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à éviter. Mais en revanche, on a aujourd'hui une allocation qui est assez équilibrée entre Europe et US. Ce depuis à peu près un an. Donc et ça, c'est parce qu'on regarde avec le biais revenu. Exactement. En revanche, avec une lecture plus tactique qui est celle de Global Macro Opportunities, là on a eu des rotations assez rapides depuis le début de l'année. On a entamé l'année avec une exposition quasi nulle sur les marchés US et une exposition plutôt sur le marché japonais et sur le marché européen. Alors, européen, je parle du marché euro, puisqu'on est plutôt net short sur le Royaume-Uni depuis le début de l'année. Et c'est une position qui a évolué, puisque là, tactiquement, justement, à l'aune des dernières séances, on a plutôt renforcé nos expositions US, réduit nos expositions européennes, on a conservé le Japon et on est toujours net short sur le Royaume-Uni. Le tout dans une évolution globale qui a évolué sur l'exposition net action. Elle a été de plus de 50% début d'année, elle a descendu jusqu'à 25%. Aujourd'hui, on en est rendu. Et ça vous vendez ou vous gérez par des dérivés? Alors, les deux en général. On a d'abord, on a la possibilité de lever pour partie des couvertures. C'est ça qui nous fait augmenter au plus court terme nos expositions nettes. Et puis également la possibilité de vendre ce qu'on a fait ou de racheter des titres en dur. Georges, une question de la salle? Oui, alors la vraie question des internautes, c'est comment on fait de la perf ici à la fin de l'année et d'ici à l'été? Et est-ce que vous avez des paris ou des recettes magiques? Alors pas de gris-gris ni de pattes de lapin en ce qui nous concerne, mais effectivement plutôt de la méthode. De la méthode qui va passer par de la diversification et de la mutualisation dans Global Income, en étant investi sur 90 pays et sur 2500 titres. On espère qu'on aura justement la possibilité de préserver la régularité de ce niveau de revenu qu'on a, et sur un dernier détachement en début d'année qui était de 4,70 en moyenne annualisée, sachant que la moyenne historique c'est à 4,90, donc vous voyez on arrive à détacher quelque chose qui est en ligne sans dénaturer le profil de risque. Et l'autre méthode, c'est justement d'avoir une vision très active sur les secteurs qui pourraient être, ou les zones géographiques qui pourraient être les gagnants de demain. Donc c'est ce qu'on fait en étant plutôt acheteur de financières et de valeurs technologiques et en étant plutôt très dynamique sur la réduction de la voilure en Europe dernièrement suite au rebond et la réaugmentation de l'allocation sur les US
dans justement l'anticipation de publications plutôt de bonne qualité et en étant très mobile justement en grattant de la performance sur des amplitudes très courtes. Stanislas, votre position, on a vu que d'un point de vue général, vous étiez un tout petit peu plus positif que Stéphane Vautran, qui vous fait, je crois, une crise de foi. Je m'en remets tout doucement. Quelle va être la façon d'essayer d'aller chercher de la perte? Non, mais je pense que l'année ne va pas être un long fleuve tranquille où la hausse qu'on a depuis un mois va continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc nous, on est tout à fait conscient de l'environnement un petit peu volatile. Le but, c'est de continuer, quand il y a des replis de marché, à acheter les entreprises qu'on aime bien. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que la remontée de taux, il ne faut pas se prendre les pieds dedans. Donc c'est éviter toutes les positions longues sur les obligations d'État, etc. Donc ça, c'est fait, on n'en a pas. Et en même temps, trouver des opportunités sur les obligations d'entreprise pour apporter du portage et du rendement récurrent au portefeuille. Donc ça, c'est la deuxième cible. Et puis après, à côté, on va continuer à regarder dans les pays émergents, pays par pays, zone par zone, ou aux États-Unis, les titres et les secteurs sur lesquels on peut trouver un intérêt, parfois plus de court terme ou plus opportuniste, pour aussi investir avec le portefeuille. Ok, donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir faire de la dentelle? Oui, c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année. On a gagné un petit peu d'argent, on est en territoire positif, donc ça c'est plutôt, on en est plutôt content, même si c'est jamais assez. Mais c'est vrai que c'était un début d'année qui était quand même compliqué. Le but, ça va être de développer après, dans une année qui évidemment sera forcément compliquée et volatile. Bien, merci à vous deux d'avoir été des nôtres pour ce club expert flexible. Georges, un mot de conclusion pour nous dire vraisemblablement que le calendrier du mois de mai est riche en viaducs. Exactement, nous faisons relâche les 2 prochains mardis pour le 1er et le 8 mai. Et on se retrouve le 15 mai avec une très belle affiche que je ne peux pas encore vous annoncer, mais que vous retrouverez sur Club Patrimoine Elle est forte. Quelques jours. Non mais c'est vrai, c'est un beau teasing, connectez-vous nombreux. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Bon pont si vous faites les ponts du mois de mai. Et on se retrouve donc dans 3 semaines. Salut.